Bonjour les amis, bienvenue. Dites-nous dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez et mettez un like si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Pourquoi es-tu rentré si tôt à la maison? Ce furent les premiers mots de ma femme, Laura, lorsque j'ouvris la porte de notre chambre ce mardi après-midi. Sa voix tremblait. Ses yeux, d'ordinaire froids et calculateurs, laissaient apparaître quelque chose que je n'avais jamais vu en 10 ans de mariage, une panique pure. Et puis je le vis. La porte du placard bougeait. À peine 1 centimètre, mais elle bougeait. Comme si quelqu'un à l'intérieur essayait de ne pas respirer, d'effacer sa propre existence. Le travail a annulé la réunion de dernière minute, répondis-je calmement, les yeux rivés sur ce placard. Y a-t-il un problème à ce que je sois chez moi? Laura se leva du lit en ajustant le peignoir de soie que je lui avais offert pour notre anniversaire de mariage. Ce peignoir avait coûté 800 €. Je comprenais enfin pourquoi elle voulait toujours ce qu'il y avait de plus cher, de plus luxueux. Ce n'était pas pour moi. Ça ne l'avait jamais été. Non, aucun problème, dit-elle en s'approchant, essayant de bloquer ma vue sur le placard. C'est juste que, tu m'as surprise. J'allais prendre une douche. Mensonge. Je pouvais sentir son parfum frais, ce Chanel numéro 5 qu'elle ne portait que pour les occasions spéciales. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Son maquillage impeccable. Laura ne prenait jamais de douche avec du maquillage. Je vois, dis-je en faisant un pas vers le placard. Elle m'attrapa le bras. Ses ongles fraîchement faits, dans ce salon à 150 € la séance, s'enfoncèrent dans ma manche. Tu ne devrais pas te changer et aller préparer quelque chose à manger? Je descends dans quelques minutes. Pendant un instant, juste un instant, j'envisageais de faire exactement cela. Me retourner, descendre les escaliers, me préparer un café comme tous les jours, et faire semblant de ne pas avoir vu cette porte bouger. Faire semblant que ma vie était celle que j'avais toujours cru vivre. Mais alors je me souvins. Les 6 derniers mois. Les appels que Laura interrompait dès que j'entrais dans la pièce. Les heures supplémentaires, devenues une habitude. Les sourires forcés. La façon dont elle ne me regardait plus quand nous faisions l'amour, quand nous le faisions encore. La manière dont elle consultait son téléphone même au milieu de nos conversations, comme si je n'étais plus qu'un meuble dans sa vie parfaitement décorée. Non, dis-je finalement en repoussant sa main. Je crois que j'ai d'abord besoin de prendre quelque chose dans le placard. Thomas, attends. Mais il était trop tard. Ma main était déjà sur la poignée. Et quand j'ouvris cette porte, quand je vis ce qu'il y avait à l'intérieur, quelque chose en moi mourut. Pas dans le drame, pas dans les larmes. Cela mourut en silence, comme une bougie qui s'éteint sans que personne ne s'en aperçoive. Dans le placard se trouvait Ricardo Mene. Ricardo Mene. Mon associé depuis 5 ans. L'homme que j'avais invité des dizaines de fois chez nous. Celui qui s'asseyait à ma table, mangeait ma nourriture, trinquait avec mon vin et m'appelait « frère » à chaque contrat signé. Il était en sous-vêtements, coincé entre mes costumes et les robes de Laura, le visage plus rouge que je ne l'avais jamais vu. Mais le plus choquant n'était pas cela. Le plus choquant, c'était l'expression sur son visage, aucune honte, aucune culpabilité. Seulement de l'agacement, comme si j'étais un simple contretemps dans son après-midi romantique. Thomas, commença-t-il en sortant du placard avec une arrogance qui me laissa sans voix. Écoute, c'est gênant, mais nous sommes adultes. On peut en parler calmement, comme des personnes mûres. Comme des personnes mûres? L'homme caché dans mon placard, couchant avec ma femme, me donnait des leçons de maturité. Laura s'interposa entre nous. Son visage n'exprimait plus la panique, mais autre chose. Quelque chose que je reconnus immédiatement, le soulagement. Comme si elle avait attendu ce moment, comme si elle était fatiguée de se cacher. Thomas, dit-elle, d'une voix presque douce, presque aimable, ce qui rendait tout encore pire. Ça dure depuis un moment. Ricardo et moi sommes tombés amoureux. Ce n'était pas prévu, c'est juste arrivé. Depuis combien de temps? Ma voix me surprit par son calme. 8 mois, répondit-elle sans hésiter. Et avant que tu ne demandes, oui, je t'ai menti sur tout. Chaque voyage d'affaires, chaque dîner avec des amis,
chaque après-midi de shopping. Mais je ne regrette rien, Thomas. Parce qu'il me fait me sentir vivante d'une manière que toi, tu n'as jamais su m'offrir. 8 mois. Presque un an de ma vie à vivre dans un mensonge. Presque un an de baisers sans sens, de « je t'aime » vide, de réveil aux côtés de quelqu'un qui avait déjà décidé que je n'étais plus suffisant. Ricardo sortit enfin complètement du placard et commença à enfiler son pantalon avec un calme qui me fit serrer les poings. Thomas, désolé, frère. Mais ce genre de choses arrive. Laura et moi, on est connectés à un niveau que tu ne pourrais pas comprendre. Ce n'est rien de personnel. Rien de personnel, répétai-je en sentant quelque chose de sombre grandir dans ma poitrine. Ma femme qui couche avec mon associé, ce n'est pas personnel. Tu es un type bien, continua Ricardo, comme s'il me faisait une évaluation professionnelle. Mais soyons honnêtes. Tu es prévisible. Ennuyeux. Laura a besoin d'émotions, d'aventure, de passion. Des choses que moi, je peux lui donner. Laura acquiesça. Et ce simple mouvement de tête, confirmant les paroles de mon associé traître, fut l'instant précis où quelque chose en moi se durcit. Cela devint froid. Patient. Dangereux. Je comprends, dis-je, d'une voix si calme que je m'en étonnais moi-même. Que voulez-vous faire maintenant? Ils échangèrent un regard, visiblement surpris par ma réaction. Ils s'attendaient sans doute à des cris, des larmes, de la violence. Mais j'avais appris quelque chose au fil de mes années dans la finance, les émotions sont ton pire ennemi. Les chiffres, eux, ne mentent pas. Ils ne trahissent pas. Ils existent, tout simplement. Et à cet instant, je décidai de traiter cette situation pour ce qu'elle était, une équation à résoudre. Je veux le divorce, dit enfin Laura. Et je veux que ça se passe de façon civilisée. Je veux ma part de tout, et ensuite chacun suivra son chemin. Bien sûr, répondis-je. Dès demain, j'appellerai mon avocat. Ricardo sourit en me tapant sur l'épaule, comme si nous venions de conclure une affaire. C'est comme ça que j'aime, frère. Je savais que tu comprendrais. Sans drame, sans problème. Je les regardai quitter ma chambre, j'entendis leurs pas dans l'escalier, puis la porte d'entrée se refermer. Et seulement quand je fus complètement seul, je me permis de sourire. Parce que Ricardo et Laura venaient de commettre la plus grande erreur de leur vie. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais réellement. Ils ignoraient que le comptable, ennuyeux, qu'ils méprisaient tant passé les 6 derniers mois, depuis mes premiers soupçons, a tout préparé. Ce n'était pas un hasard si j'étais rentré plus tôt ce jour-là. Ce n'était pas un hasard si j'avais installé des caméras de sécurité, pour protéger la maison, 3 mois auparavant. Ce n'était pas un hasard si j'avais examiné chaque compte bancaire, chaque transaction, chaque mouvement d'argent de Laura et Ricardo. Et ce n'était certainement pas un hasard si j'avais découvert quelque chose qu'aucun d'eux ne savait que je savais. Quelque chose qui allait tout changer. Je sortis mon téléphone et composai un numéro que j'attendais de composer depuis longtemps. On décrocha à la 2e sonnerie. Monsieur Ortega, dis-je. C'est fait. Ils sont ensemble, exactement comme vous l'aviez prévu. Pouvons-nous procéder? La voix à l'autre bout du fil semblait satisfaite. Bien sûr, monsieur Diaz. Tout est prêt. Dès que vous donnez le feu vert, on commence. Parfait, répondis-je en regardant par la fenêtre le Mercedes de Ricardo démarrer, Laura sur le siège passager, probablement en train de rire de la facilité avec laquelle tout s'était passé. Donnez-leur une semaine. Une semaine pour qu'ils se sentent en sécurité, pour qu'ils croient avoir gagné. Et ensuite, nous leur apprendrons ce que signifie trahir la mauvaise personne. Je raccrochai et m'assis sur le lit, exactement à l'endroit où Laura était assise quelques minutes plus tôt, embrassant probablement Ricardo avant mon arrivée. Le peignoir de soie gisait au sol. Je le ramassai, sentis sa douceur entre mes doigts, et fis alors quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je souris. Un vrai sourire. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, j'avais un but. Et ce but était simple, la justice. Pas une vengeance impulsive, pas une violence aveugle. Une justice froide, calculée, parfaite.
S'il y avait une chose qui me définissait, une chose que Laura avait toujours trouvée ennuyeuse, c'était mon souci du détail. Ma patience. Ma capacité à planifier sur le long terme pendant que les autres ne voyaient que l'instant présent. Et maintenant, toute cette ennuyeuse méticulosité était sur le point de devenir leur pire cauchemar. Mon téléphone vibra. Un message de Laura. Thomas, je suis désolé que tu l'aies découvert ainsi. Mais c'est mieux pour tout le monde. Demain, nous parlerons des détails du divorce. J'espère que nous pourrons rester civilisés. Civilisés. Encore ce mot. Je répondis. Bien sûr. Civilisés. Comme nous l'avons toujours été. J'envoyai le message et me levai. J'avais du travail à faire. Des documents à examiner. Des appels à passer. Des pièces à déplacer sur l'échiquier. Car ce que Laura et Ricardo ne comprenaient pas était simple, ils venaient de déclencher une guerre. Une guerre qu'ils pensaient déjà avoir gagnée. Mais la guerre n'avait même pas encore commencé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas parce que j'étais anéanti, en larmes dans mon lit, comme Laura et Ricardo l'imaginaient sans doute. Je n'ai pas dormi parce qu'il y avait trop de travail à faire. Mon bureau à domicile, ce petit espace que Laura appelait toujours « ta grotte ennuyeuse », était devenu mon centre d'opération. 3 écrans d'ordinateur illuminaient l'obscurité. Sur l'un, les vidéos des caméras de sécurité. Sur l'autre, les états financiers. Sur le 3e, les emails. Des montagnes et des montagnes de mails. Savez-vous quel est le problème des personnes arrogantes? Elles se croient plus intelligentes que tout le monde. Et lorsqu'elles le croient, elles deviennent négligentes. Ricardo avait utilisé son ordinateur professionnel pour organiser des rendez-vous avec ma femme. Laura avait utilisé notre carte de crédit commune pour lui acheter des cadeaux. Il pensait que j'étais trop ennuyeux pour vérifier, trop confiant pour soupçonner quoi que ce soit. Et sur un point, ils avaient raison, j'avais fait confiance. Jusqu'à il y a 6 mois. C'était un vendredi soir. Laura m'avait dit qu'elle avait un dîner professionnel avec ses amis du club. J'étais à la maison, comme toujours, en train de vérifier les rapports financiers de l'entreprise. Et c'est alors que j'ai vu quelque chose d'étrange. Une transaction de 3500 € sur le compte de frais de Ricardo. Classé comme « dîner d'affaires avec client potentiel ». Rien d'inhabituel, sauf un détail, la date. C'était le même vendredi que celui où Laura était censée dîner avec ses amis. J'ai appelé le restaurant. J'ai posé des questions, discrètement. Oui, Monsieur Méné avait bien fait une réservation ce soir-là. Table pour 2. Le nom de la personne qui l'accompagnait? Non enregistré, mais l'hôtesse se souvenait une magnifique femme blonde portant une robe rouge. Laura avait une robe rouge. Une que je lui avais offerte pour son anniversaire. Cette nuit-là, quelque chose a changé en moi. Ce n'était ni explosif ni dramatique. C'était silencieux. Comme lorsqu'une fenêtre se ferme et que, soudain, on se rend compte que le bruit extérieur ne nous dérange plus. Il a simplement disparu. Mon amour pour Laura, ma confiance en Ricardo, ma conviction que ma vie était ce qu'elle semblait être. Tout s'est évaporé, ne laissant que la clarté. Une clarté froide et calculée. Le lendemain, j'ai engagé un détective privé. Mauricio Soto, un ancien policier spécialisé dans les affaires d'infidélité, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Je lui ai donné 3 semaines pour me fournir des preuves solides. Il me les a apportées en 2. Photos. Vidéos. Registre d'hôtel. Messages récupérés. Mauricio était bon. Très bon. Mais ce qu'il m'a apporté de plus important n'était pas la preuve de leur liaison. Cela, je le savais déjà. Ce qu'il m'a donné était plus intéressant. Il m'a donné des informations sur les finances de Ricardo. Il s'avérait que mon cher frère et associé ne se contentait pas de coucher avec ma femme. Il me volait. Depuis 2 ans, de petites sommes, jamais assez importantes pour éveiller les soupçons. 500 € ici, 1000 là. Fausses factures, dépenses gonflées, primes non autorisées. Au total,
près de 75 000 € de mon entreprise avaient disparu directement dans ses poches. Et ce n'était pas tout. Ricardo avait des dettes. Beaucoup de dettes. Des dettes de jeu. Cette nouvelle Mercedes qu'il conduisait, cette Rolex qu'il portait, ses costumes de créateur, tout était acheté à crédit. Il était à 2 mois de la faillite. Et Laura? Laura n'en avait aucune idée. Elle croyait que Ricardo était un homme prospère, riche, ce genre d'homme, palpitant, que je ne serais jamais. Elle ignorait que les restaurants élégants où il dînait, les hôtels de luxe où il se retrouvait, tout était payé avec de l'argent volé à notre entreprise. À MON Entreprise. C'était parfait. Trop parfait. Mon téléphone vibra, me sortant de mes pensées. C'était un message de Laura, envoyé à 2h37 du matin. « Tu es réveillé ?» Je n'ai pas répondu. Un autre message arriva. « Thomas, je sais que tu es blessé. Mais j'espère sincèrement que nous pourrons gérer cela comme des adultes. Je ne veux pas te faire plus de mal que nécessaire. » Plus de mal que nécessaire? Comme s'il existait une quantité, nécessaire, de douleur lorsqu'on découvre sa femme avec son associé, dans son propre lit. Cette fois, j'ai répondu. Je vais bien. Nous pourrons parler demain. La réponse fut immédiate. Merci de ta compréhension. J'ai toujours su que tu étais un homme bien, Thomas. C'est juste que, nous n'étions pas compatibles. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te rendra heureux. J'ai lu ce message 3 fois. Elle espérait que je trouve quelqu'un qui me rendrait heureux. Après avoir détruit 10 ans de mariage? L'audace était presque admirable. Mais ce que Laura ignorait, c'est que j'avais déjà trouvé quelque chose qui me rendait heureux, la justice. Le lendemain, j'ai agi comme si de rien n'était. Je me suis levé, je me suis douché, j'ai enfilé mon costume gris, ennuyeux, et je suis allé au bureau. Ricardo était déjà là, assis à son bureau, avec ce sourire arrogant que je comprenais désormais parfaitement. « Bonjour, Thomas, dit-il, sans la moindre trace de honte. Tu as bien dormi ? Comme un bébé, mentis-je. On peut parler dans mon bureau ? Son sourire vacilla une fraction de seconde, mais il acquiesça. Nous sommes entrés dans mon bureau, j'ai fermé la porte, et il s'est assis en face de moi avec cette assurance propre à ceux qui pensent avoir déjà gagné. Écoute, Thomas, commença-t-il avant même que je parle. À propos d'hier. Je sais que c'était inconfortable. Mais je veux que tu saches que Laura et moi nous nous aimons vraiment. Ce n'est pas juste une aventure. C'est sérieux. Je comprends, dis-je, gardant une voix neutre. Quels sont vos projets? Il sembla surpris par ma question. Eh bien, Laura va te demander officiellement le divorce. Et ensuite, nous allons probablement emménager ensemble. Peut-être à Barcelone. Elle a toujours voulu y vivre. Et l'entreprise, demandai-je. Toi et moi, nous restons associés. Ricardo se pencha en arrière, m'observant avec ses yeux que je reconnaissais désormais comme ceux d'un prédateur. Honnêtement, Thomas, je pense qu'il vaudrait mieux dissoudre la société. Tu gardes ta part, je garde la mienne, et chacun suit son chemin. Sans rancune. Sans rancune, répétai-je. Après que tu as couché avec ma femme pendant 8 mois. Il haussa les épaules. Ça arrive, mon frère. Le cœur veut ce qu'il veut. Mais les affaires restent les affaires. On peut rester civilisé. Ce mot encore. Civilisé. Tu as raison, dis-je finalement. Les affaires sont les affaires. Je vais demander à mon avocat de préparer les documents pour dissoudre la société. Il me faudra environ 2 semaines pour tout finaliser. Ricardo sourit, visiblement soulagé. Parfait. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été raisonnable. Raisonnable. Ennuyeux. Prévisible. Tous les mots qu'il utilisait pour me décrire. Tous les mots qui allaient bientôt se retourner contre eux. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Monsieur Ortega. Fernando Ortega était mon avocat depuis 15 ans, un homme d'une 60aine d'années, réputé pour être le requin le plus dangereux des tribunaux de Madrid. Si vous vouliez détruire quelqu'un légalement,
Fernando était l'homme qu'il vous fallait. Thomas, dit-il en me servant un whisky dans son bureau de bois sombre et de cuir. J'ai examiné toute la documentation que tu m'as envoyée. Les preuves d'infidélité sont solides. Les preuves de détournement de fonds sont encore meilleures. Ricardo Mené est fini. À quel point, demandai-je. Fernando sourit. Un sourire qui faisait froid dans le dos. Complètement. Avec ces preuves, tu peux non seulement lui retirer sa part de l'entreprise sans aucune compensation, mais aussi le poursuivre pour fraude. On parle de prison, Thomas. De plusieurs années de prison. Et Laura? Le divorce sera une formalité. Avec les preuves d'adultère, plus le fait qu'elle a utilisé des fonds communs pour sa liaison, elle ne touchera pas un centime. La maison, les voitures, les comptes d'épargne, tout est à toi. Elle repartira les mains vides. Combien de temps? Donne-moi 2 semaines pour préparer toute la documentation. Ensuite, on les enterre. Je quittai le bureau de Fernando avec un étrange sentiment de paix. Pendant des années, j'avais été l'homme calme, celui qui ne faisait jamais de vagues, celui qui cherchait toujours la voie pacifique. Mais je comprenais désormais quelque chose que Laura et Ricardo n'avaient jamais compris, le calme n'est pas une faiblesse. La patience n'est pas de la passivité. Et un homme silencieux n'est pas un homme inoffensif. Mon téléphone sonna. C'était Laura. On peut se voir pour dîner? Il faut qu'on parle des détails. Bien sûr. Où? Au Mercado de San Miguel. À 20h. S'il te plaît, Thomas, je veux que cela reste amical. Amical. Avec la femme qui me trahissait depuis 8 mois. L'ironie était presque poétique. J'y serai, répondis-je. Et j'y serai. Parce que pendant que Laura et Ricardo pensaient que nous négocions les termes d'une reddition, moi, je construisais leur destruction, pièce par pièce, mot par mot, document par document. Mais avant ce dîner, il me restait un dernier appel à passer. J'ai composé un numéro que j'avais trouvé dans les dossiers de Mauricio. Une voix féminine, jeune, confuse, répondit. Allô? Mademoiselle Blanca Torres, demandai-je. Oui, qui est à l'appareil? Je m'appelle Thomas Diaz. Je crois que nous devons parler de Ricardo Mené. Un long silence suivit. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix tremblait. Que savez-vous de Ricardo? Je souris. Car Blanca Torres était la pièce que ni Laura ni Ricardo ne savaient qu'elle existait. La pièce qui allait tout changer. Je sais tout, mademoiselle Torres. Et je crois que vous aussi, vous avez quelques questions à son sujet. Pourrions-nous nous rencontrer demain? Il y a certaines choses que vous devriez savoir sur l'homme avec qui vous sortez depuis 6 mois. Un autre silence. Puis, à voix basse. 6 mois? Mais Ricardo m'a dit que nous étions ensemble depuis 1 an. Oui, dis-je doucement. Ricardo dit beaucoup de choses. Et très peu sont vraies. Demain, à 10h, au Café Central. Tout ce que je vous demande, c'est de m'écouter. Je serai là, dit-elle avant de raccrocher. Et ainsi, la dernière pièce de l'échiquier se mit en place. Le dîner avec Laura fut exactement ce à quoi je m'attendais, une véritable pièce de théâtre dans laquelle elle jouait le rôle de la femme, raisonnable, celle qui ne voulait que le meilleur pour nous deux. J'arrivai au Mercado de San Miguel avec 10 minutes de retard. Pas par accident, mais volontairement. Je voulais la voir attendre. Observer si elle laisserait transparaître de l'impatience, de l'irritation, la moindre fissure dans cette façade de sérénité qu'elle s'était construite. Je la trouvai assise à une table au fond, un verre de vin blanc déjà à moitié vide devant elle. Elle portait cette robe bleue qu'elle avait toujours aimée, les cheveux impeccablement coiffés, le maquillage parfait. Aux yeux de quiconque nous aurait vus, nous n'étions qu'un couple en train de dîner. Personne n'aurait imaginé que cette femme avait détruit 10 ans de mariage pour des émotions bon marché avec mon associé. « Tu es arrivé ?» dit-elle lorsque je m'approchai, et je perçus du soulagement dans sa voix. Comme si elle avait craint que je ne vienne pas. Comme si j'étais le genre d'homme à fuir les conversations difficiles. J'ai dit que je viendrais, répondis-je en m'asseyant en face d'elle. Le serveur apparut aussitôt,
mais je le congédiai d'un geste. Je n'avais pas faim. De quoi voulais-tu parler? Laura prit une gorgée de vin, et je vis ses mains trembler légèrement. Bien. Elle devrait être nerveuse. Thomas, je veux que tu saches que je n'avais jamais prévu que cela arrive. Ricardo et moi, c'est arrivé, tout simplement. Mais ce n'était pas quelque chose de frivole. Ce que je ressens pour lui est réel. C'est quoi? L'interrompis-je en gardant une voix calme. Excitant? Passionné. Tout ce que je n'ai jamais été. Elle détourna le regard, et pendant un instant, juste un instant, j'aperçus de la culpabilité dans ses yeux. Ce n'est pas ça. Tu es un homme bien, Thomas. Tu l'as toujours été. Mais nous avons cessé de fonctionner il y a des années. Tu le sais. Il y a des années, répétai-je. Et quand exactement as-tu décidé que nous ne fonctionnions plus? Avant ou après avoir commencé à coucher avec Ricardo? Ne sois pas cruel. Moi? Cruel? Je faillis rire. Laura, je t'ai trouvé avec mon associé caché dans notre placard. Dans notre lit. Dans notre maison. Mais bien sûr, c'est moi le cruel parce que je pose des questions. Elle ferma les yeux et inspira profondément. Quand elle les rouvrit, il y avait de la détermination dans son regard. Écoute, je ne suis pas venu ici pour me disputer. Je suis venu pour parler du divorce. Je veux que ce soit rapide, propre, sans drame. Chacun prend sa part et on avance. Sa part? Demandai-je en me penchant en avant. Et quelle serait exactement ta part? La moitié de tout. La maison, les économies, ta part de l'entreprise. C'est la loi, Thomas. Nous avons été mariés 10 ans sans contrat prénuptial. J'ai droit à la moitié. Voilà. La véritable raison de ce dîner civilisé. Ce n'était ni la culpabilité, ni la recherche de mon pardon. C'était l'argent. Ça l'avait toujours été. Je vois, dis-je en m'adossant à ma chaise. Et tu en as parlé avec Ricardo? Pour la première fois de la soirée, Laura sourit. Un sourire discret, presque timide. Il me soutient. Il dit que je mérite de reconstruire ma vie avec suffisamment de ressources pour être heureuse. Comme c'est généreux de sa part, murmurai-je. Utiliser mon argent pour te rendre heureuse. Ce n'est pas ton argent, c'est notre argent, corrigea Laura, avec désormais une note d'acier dans la voix. J'ai travaillé pendant des années en te soutenant pendant que tu construisais cette entreprise. Je mérite ma part. Travailler. Choix de mots intéressant. Laura avait travaillé exactement 18 mois comme assistante administrative dans notre entreprise avant de décider qu'elle avait besoin de temps pour se retrouver. Les 8 années suivantes, elle les avait passées entre spa, cours de yoga et déjeuner entre amis. Le tout payé avec mon argent. Tu as raison, dis-je finalement. Tu mérites ta part. Et mon avocat prépare déjà tous les documents. Cela prendra environ 2 semaines. Laura cligna des yeux, visiblement surprise par ma coopération. Vraiment? Je pensais que tu te battrais davantage. Pourquoi faire? Demandai-je. Comme tu l'as dit, nous ne fonctionnons plus depuis des années. Si tu es plus heureuse avec Ricardo, alors tu devrais être avec lui. Moi, je veux juste avancer. Elle posa sa main sur la mienne à travers la table. Merci, Thomas. Vraiment. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été le plus raisonnable de nous deux. Je laissai sa main sur la mienne un instant, observant ses yeux briller de soulagement et d'autre chose, de la victoire? Oui, clairement de la victoire. Elle croyait avoir gagné. Elle pensait m'avoir parfaitement manipulé, que son mari ennuyeux était trop amoureux ou trop faible pour se battre. Je retirai doucement ma main. Où vas-tu vivre en attendant? Avec Ricardo, répondit-elle sans aucune gêne. J'ai déjà déménagé hier. J'espère que ça ne te dérange pas, j'ai pris quelques-unes de mes affaires à la maison. Bien sûr que non. Ce sont tes vêtements, tes effets personnels. Eh bien, j'ai aussi pris quelques bijoux. Ceux que tu m'as offerts au fil des années. Je me suis dit que ça ne te dérangerait pas.
ça ne me dérangeait pas. Ces bijoux n'étaient rien comparé à ce que j'étais sur le point de perdre. Garde-les, dis-je. Ils sont à toi. Laura sourit, cette fois avec une chaleur sincère. Tu es un homme bien, Thomas. Je regrette que les choses se soient terminées ainsi. J'espère vraiment que tu trouveras quelqu'un qui t'appréciera comme tu le mérites. Je me levai, laissant de l'argent sur la table pour une boisson que je n'avais même pas consommée. Moi aussi je l'espère, Laura. On se voit dans 2 semaines, quand les papiers seront prêts. Tu pars déjà, demanda-t-elle, semblant presque déçue. Comme si elle s'attendait à plus de drames, plus de larmes, plus de supplications. Oui. J'ai du travail tôt demain. Je quittai le restaurant sans me retourner, mais je pouvais sentir son regard posé sur moi. Et je savais exactement ce qu'elle pensait, que tout avait été trop facile. Que le « Thomas ennuyeux » avait abandonné sans se battre. Parfait. Le lendemain matin, à 10h pile, j'entrai au café central. Blanca Torres était déjà là, assise à une table près de la fenêtre. Elle était jeune, 26 ou 27 ans, avec ce type de beauté naturelle qui n'a pas besoin d'un maquillage excessif. Elle portait un jean et un pull simple, et chaque ligne de son corps trahissait une certaine nervosité. Elle me vit m'approcher et se leva, tendant une main tremblante. « Monsieur Diaz. »« Appelle-moi Thomas, » dis-je en lui serrant la main. « Merci d'être venu. » Nous nous assîmes, et pendant un instant, aucun de nous ne parla. Elle jouait nerveusement avec sa tasse de café, tandis que j'observais son visage. Finalement, elle rompit le silence. « Au téléphone, vous avez dit qu'il y avait des choses que je devais savoir sur Ricardo. » « Quelles choses ?» Je sortis un dossier de ma mallette et le posai sur la table. « Avant de te montrer cela, j'ai besoin de te poser une question. Ricardo t'a-t-il dit qu'il était marié ?» Blanca secoua la tête. « Il a dit qu'il avait été fiancé autrefois, mais que tout s'était terminé il y a 2 ans. Il disait qu'il était célibataire. » Je vois. J'ouvris le dossier et sortis la première photo. C'était Ricardo et Laura, le mois dernier, entrant ensemble dans un hôtel. Voici mon épouse, Laura. Enfin, bientôt mon ex-épouse. Elle et Ricardo entretiennent une liaison depuis 8 mois. La couleur disparut du visage de Blanca. Non, ce n'est pas possible. Ricardo m'a dit que j'étais la seule. Il disait qu'il m'aimait. Il t'a dit ça ? Demandai-je doucement. T'a-t-il aussi dit qu'il avait plus de 200 000 € de dette ? Qu'il est sous enquête pour détournement de fonds ? Que cet appartement, de luxe, où il t'emmène est en réalité loué avec de l'argent volé à mon entreprise ? Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Blanca. Je sortis d'autres photos, d'autres documents, les posant devant elle un à un, relevé bancaire, registre d'hôtel avec Laura, message où Ricardo promettait à Laura une vie de luxe à Barcelone. « Pourquoi ?» murmura Blanca. « Pourquoi me montrez-vous tout ça ?»« Parce que tu mérites de connaître la vérité, » répondis-je. « Et parce que j'ai besoin de ton aide. » Elle leva les yeux, rouge et gonflée. « Mon aide ? Pour quoi faire ? Pour m'assurer que Ricardo reçoive exactement ce qu'il mérite. » Je me penchai en avant, baissant la voix. « Blanca, il t'a menti. Il m'a menti. Il a menti à Laura. C'est un menteur, un voleur et un manipulateur. Mais avec ton aide, nous pouvons faire en sorte qu'il ne fasse plus jamais ça à personne. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Que tu témoignes. Que tu racontes ton histoire. Que tu montres que Ricardo n'est pas seulement un adultère, mais un prédateur en série qui utilise les femmes pour son profit personnel et financier. » Blanca resta silencieuse un long moment, fixant les photos éparpillées sur la table. Finalement, elle essuya ses larmes et me regarda avec une détermination que je ne lui avais jamais vue. « Je le ferai, » dit-elle. « Ce salaud m'a fait croire que nous étions des âmes sœurs. Il m'a fait croire que j'avais enfin trouvé l'homme idéal. Et tout était mensonge. »« Pas tout, » dis-je doucement. « Je suis sûr que Ricardo ressent quelque chose pour toi. Le problème, c'est que Ricardo ressent quelque chose pour beaucoup de femmes. Tout en même temps. » Blanca esquissa presque un rire, amer et brisé. «
Vous savez ce qu'il y a de pire? Quand nous nous sommes rencontrés, il était si attentionné, si parfait. Il disait toujours les bons mots, faisait toujours les bons gestes. J'ai cru avoir gagné à la loterie. Je sais, répondis-je. Parce que c'est ce qu'il fait. C'est un acteur. Et nous avons tous été son public. Nous passâmes l'heure suivante à revoir les détails, dates, lieux, conversations. Blanca me raconta tout, comment Ricardo l'avait abordé dans un bar, comment il s'était présenté comme un homme d'affaires prospère, comment il lui avait promis voyage et aventure. Comment il lui avait demandé de l'argent en prêt à plusieurs reprises, toujours avec la promesse de le rembourser rapidement. Il ne l'a jamais fait. Combien te doit-il? Demandai-je. Presque 15 000 €, admit-elle, honteuse. Je sais que je suis stupide, mais il était tellement convaincant. Tu n'es pas stupide, l'interrompis-je. Tu es une victime. Comme moi. Comme Laura, même si elle ne le sait pas encore. Laura ne sait rien des dettes? Pas le moins du monde, confirmai-je. Elle croit que Ricardo est riche. Elle pense qu'ils vont s'installer ensemble à Barcelone et mener une vie de luxe. Elle ignore que Ricardo a à peine de quoi payer le loyer de son appartement actuel. Blanca secoua la tête. Alors elle va tout perdre aussi. Oui, dis-je. Et honnêtement, après ce qu'elle m'a fait, ça m'est égal. Nous nous quittâmes par une poignée de main et une compréhension mutuelle. Blanca irait au commissariat cet après-midi-là pour déposer une plainte officielle pour fraude. J'utiliserai son témoignage pour renforcer mon dossier contre Ricardo. Alors que je regagnais ma voiture, mon téléphone sonna. C'était Fernando Ortega. Thomas, j'ai des nouvelles. D'excellentes nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Ricardo vient de faire quelque chose d'incroyablement stupide. Il a transféré 50 000 € du compte de l'entreprise vers son compte personnel ce matin. Sans autorisation, sans justificatif. C'est l'erreur que nous attendions. Je souris. On peut agir maintenant. On peut agir maintenant, confirma Fernando. Demain matin à la première heure, nous déposons plainte. À midi, Ricardo sera arrêté. Et dans l'après-midi, Laura découvrira exactement avec quel genre d'homme elle s'est engagée. Je raccrochai et levai les yeux vers le ciel. C'était une magnifique journée à Madrid. Le genre de journée où tout semblait possible. Et pour moi, tout allait enfin devenir possible. La destruction de Ricardo Mené venait officiellement de commencer. L'arrestation de Ricardo Mené a eu lieu exactement à 11h47, un jeudi matin. J'étais dans mon bureau quand cela s'est produit. Pas dans le bureau que Ricardo et moi partagions, mais dans mon autre bureau. Celui dont il ignorait l'existence. Vois-tu, il s'avère que le comptable ennuyeux était bien plus intelligent que quiconque aurait pu l'imaginer. 3 ans plus tôt, j'avais créé une seconde entreprise, totalement distincte, sous un autre nom. Une entreprise qui valait désormais 3 fois plus que celle que je partageais avec Ricardo. Mais il ne l'a jamais su. Parce qu'il n'a jamais posé de questions. Il ne s'est jamais intéressé à ce que je faisais en dehors de nos réunions d'affaires. Pour lui, je n'étais que le type qui faisait les comptes pendant que lui concluait les deals. Mon téléphone a sonné. C'était Fernando. C'est fait. 2 détectives viennent d'entrer dans ses bureaux. Dans environ 5 minutes, Ricardo Mené sera menotté. Et les charges? Détournement de fonds, fraude d'entreprise, falsification de documents. Suffisant pour le maintenir en détention provisoire au moins 3 mois pendant l'enquête. Et Thomas, nous avons découvert autre chose. Quoi? Ricardo ne te volait pas seulement toi. Il escroquait aussi 2 clients importants. On parle de près d'un demi-million d'euros au total. Cet homme ne verra pas la lumière du soleil avant longtemps. J'ai raccroché et attendu. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 12h03, mon téléphone a explosé d'appels. Le premier venait de Gabriela, notre secrétaire dans le bureau commun. Sa voix était hystérique. Monsieur Diaz. Monsieur Diaz. La police est ici. Ils ont emmené Monsieur Mené. Ils parlent de fraude. Que se passe-t-il? Calmez-vous,
Gabriella, ai-je répondu tranquillement. Il y a une enquête en cours. Ça ne nous concerne pas. Veuillez fermer le bureau pour le reste de la journée et renvoyer tout le monde chez soi. Le deuxième appel venait de Laura. Sa voix mêlait panique et confusion. Thomas. Thomas, quelque chose de terrible est arrivé. Ricardo a été arrêté. La police est venue au bureau et l'a emmené. Ils disent des choses horribles sur de la fraude et des vols. Tu dois faire quelque chose. Moi? Ai-je demandé en laissant la surprise colorer ma voix. Laura, Ricardo n'est plus mon associé. Vous avez été très clairs là-dessus tous les deux. Ce qui lui arrive ne me concerne pas. Mais tu le connais. Tu sais qu'il ne ferait jamais ça. Ça doit être une erreur. Une erreur? Ai-je répété doucement. Laura, je suis comptable. J'ai examiné les comptes de l'entreprise pendant des semaines. Ce n'est pas une erreur. Ricardo vole depuis plus de 2 ans. Un silence total s'est installé à l'autre bout du fil. J'entendais sa respiration saccadée, j'imaginais son esprit tenter désespérément de trouver une façon de nier la réalité. Non, murmura-t-elle enfin. Tu mens. Tu fais ça parce que tu es jaloux. Parce que tu ne supportes pas de me voir heureuse avec lui. Jaloux? J'ai failli rire. Laura, je n'ai pas besoin de mentir. Les chiffres ne mentent pas. Et les chiffres disent que ton petit ami est un voleur. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûr que vous trouverez une solution. Après tout, Ricardo est si riche et si brillant. Il pourra sûrement se payer un excellent avocat. Tu es un salaud, cracha-t-elle. Tu l'as toujours été. Derrière cette façade de « gentil gars », tu as toujours été froid et calculateur. Peut-être, ai-je admis. Mais au moins, moi, je ne me suis jamais couché avec ta meilleure amie dans notre lit. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Et pour la première fois depuis des semaines, je me suis senti réellement bien. Mais le meilleur restait encore à venir. À 15 heures, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu avec prudence. Monsieur Diaz. C'était une voix de femme, jeune, nerveuse. Oui, qui est à l'appareil? Je m'appelle Patricia Ruiz. J'étais la petite amie de Ricardo. Avant Laura. Avant Blanca. Avant toutes les autres. Je me suis redressé sur ma chaise. Je ne m'y attendais pas. Comment avez-vous eu mon numéro, Patricia? J'ai vu les informations sur son arrestation. J'ai vu votre nom mentionné comme associé. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui connaissait Ricardo. J'avais besoin de savoir si j'étais la seule idiote à être tombée dans ces mensonges. Vous n'êtes pas la seule, ai-je dit doucement. Combien de temps êtes-vous resté avec lui? 2 ans. De il y a 4 ans jusqu'à il y a 2 ans. Il m'a dit qu'il était divorcé, qu'il avait une fille à l'étranger, qu'il possédait plusieurs entreprises. Tout était faux. Quand nous avons rompu, ou plutôt quand il m'a quitté sans explication, j'avais dépensé toutes mes économies à lui prêter de l'argent pour ses investissements. Combien? 80 000 €. J'ai sifflé doucement. Ricardo n'était pas seulement un voleur. C'était un véritable escroc. Patricia, j'ai besoin que vous veniez à mon bureau demain. Il y a quelqu'un que je veux vous présenter. Et il y a une enquête en cours où votre témoignage pourrait être crucial. Vraiment? Vous pensez que je pourrais récupérer mon argent? Je n'ai pas voulu lui mentir. Honnêtement, c'est peu probable. Mais nous pouvons nous assurer que Ricardo paie pour ce qu'il a fait. À vous, à moi, à toutes les femmes qu'il a trompées. Elle a accepté. Et lorsque nous avons raccroché, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Chaque fois que je pensais avoir tout découvert sur Ricardo, quelque chose de nouveau surgissait. Cet homme était une fraude ambulante, et bientôt, tout le monde le saurait. Ce soir-là, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois, cuisiner. Non pas parce que j'avais faim, mais parce que j'avais besoin d'occuper mes mains, de faire quelque chose de normal et de banal pendant que mon esprit assimilait tout ce qui se passait. Je coupais des légumes quand la sonnette a retenti. J'ai regardé l'heure. 21h30.
Qui pouvait venir à cette heure-là? J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Laura sur le seuil. Elle avait l'air épuisée. Sans maquillage, les cheveux en désordre, les yeux rouges et gonflés. Elle portait la même robe que lors de notre dîner 2 jours plus tôt, froissée et tachée. « Thomas, dit-elle d'une voix à peine audible. S'il te plaît. J'ai besoin de te parler. » Je l'ai regardé longuement. Une part de moi voulait lui claquer la porte au nez. Mais une autre part, celle qui avait été mariée à cette femme pendant 10 ans, en était incapable. « Entre, ai-je dit en m'écartant. Elle est entrée lentement, comme si elle craignait un piège. Elle est restée debout dans le salon, regardant autour d'elle comme si elle voyait la maison pour la première fois. Notre maison. Celle qu'elle avait quittée quelques jours plus tôt pour partir avec Ricardo. « Tu veux t'asseoir ? » « Je ne peux pas, répondit-elle, et les larmes ont commencé à couler. « Thomas, je ne savais pas. Je te jure devant Dieu que je ne savais pas. » « Tu ne savais pas quoi ? » demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. L'argent. Les dettes. Les autres femmes. Elle s'est effondrée sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains. Je suis allé à la banque aujourd'hui. J'ai essayé de retirer de l'argent du compte que Ricardo et moi étions censés partager. Le compte où, selon lui, il y avait 200 000 euros. Tu sais combien il y avait ? Combien ? 300 euros. 300 misérables euros. Tout le reste était un mensonge. L'appartement où nous vivions, loué et avec 3 mois de retard. La Mercedes, sur le point d'être saisie. Tout, absolument tout était faux. Je l'ai regardé pleurer sans rien ressentir. Ni satisfaction, ni tristesse, ni même pitié. Juste, rien. Et les bijoux ? Ai-je demandé. Ceux que tu as pris ici. Eux au moins étaient vrais. Elle a levé les yeux, et quelque chose était brisé dans son regard. Je les ai vendus. Il y a 3 jours. Ricardo a dit qu'il avait besoin de l'argent pour un investissement urgent. Il m'a promis de me les remplacer par de meilleurs. J'ai obtenu 15 000 euros pour tout. Et cet argent a disparu. Je vois. Thomas, commença-t-elle, mais je l'ai interrompu. Pourquoi es-tu ici, Laura ? Qu'est-ce que tu veux ? Elle essuya ses larmes, tentant de rassembler un reste de dignité. J'ai besoin de te demander pardon. Et j'ai besoin de te demander de l'aide. De l'aide ? Ricardo est en prison. Il ne peut pas payer la caution. C'est un demi-million d'euros. Je n'ai pas cet argent, ma famille non plus. Mais toi, tu pourrais l'aider. Tu pourrais parler au procureur, leur dire que c'est un malentendu. Un malentendu ? J'ai ri, d'un rire froid et dur. Laura, Ricardo m'a volé plus de 75 000 euros. Il a volé près d'un demi-million à nos clients. Et maintenant j'apprends qu'il a aussi escroqué plusieurs femmes, y compris toi. Et tu veux que je l'aide ? S'il te plaît, supplia-t-elle. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que je t'ai blessé. Mais Ricardo, il doit y avoir une explication. Une raison. Il y en a une, dis-je. C'est un sociopathe. Un menteur pathologique. Et un criminel. Voilà la raison. Ce n'est pas vrai. Il m'aime. Il m'a dit ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Les jeux coupés. Que tu étais spéciale. Différente des autres ? Qu'il avait enfin trouvé son âme sœur. Parce qu'il a dit exactement la même chose à Blanca. Et à Patricia. Et probablement à une douzaine d'autres femmes que je ne connais pas encore. Laura resta figée. Blanca ? Patricia ? Qui sont-elles ? Tes prédécesseurs, répondis-je simplement. Les femmes que Ricardo a utilisées et jetées avant toi. Et écoute-moi bien, Laura, tu n'es pas son grand amour. Tu n'es qu'un nom de plus sur sa liste. Elle se leva brusquement, le visage déformé par la colère et la douleur. Tu es cruel. Tu l'as toujours été. Froid et sans cœur. C'est pour ça que je t'ai quitté. Parce que Ricardo me faisait me sentir vivante, aimée. Aimée ?
Le mot claqua comme un fouet. Laura, il se servait de toi. Comme il s'est servi de moi. Comme il se sert de tout le monde. Et maintenant qu'il est en prison, maintenant que la vérité éclate, tu reviens en courant vers moi. Pas parce que tu me manques. Pas parce que tu regrettes. Mais parce que tu as besoin d'argent. Ce n'est pas vrai. Ah non? J'ai sorti mon téléphone et ouvert les messages qu'elle m'avait envoyés ces dernières heures. Je les ai lus à voix haute. Thomas, je sais que j'ai fait des erreurs. Mais j'ai besoin de 50 000 € pour la caution de Ricardo. Je te rembourserai, je te le jure. S'il te plaît, pour les années que nous avons passées ensemble, aide-moi. Ses joues brûlaient de honte. J'étais désespéré. Tu l'as toujours été, Laura. Désespéré d'argent, de statut, de l'illusion d'une vie parfaite. Et quand tu as cru que Ricardo pouvait t'offrir ça, tu m'as jeté comme si nos 10 années ensemble ne comptaient pour rien. Mais maintenant que tu découvres qu'il est aussi vide que toi, tu rentres pour revenir. Va en enfer, cracha TL. J'y ai déjà été, répondis-je calmement. Ça s'appelait être marié avec toi sans le savoir. Laura se dirigea vers la porte, mais avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. Un jour, tu regretteras tout ça. Un jour, tu comprendras que tu as perdu quelqu'un qui t'aimait. Tu m'aimais? Demandai-je. C'est pour ça que tu couchais avec Ricardo pendant que je travaillais pour payer tes cartes de crédit? C'est pour ça que tu as vendu les bijoux que je t'avais offerts pour lui donner de l'argent? C'est pour ça que tu projetais de me prendre la moitié de tout ce que j'ai? Laura, tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais seulement ce que je pouvais t'apporter. Elle claqua la porte derrière elle et me laissa seul dans le silence de la maison. Je suis retourné à la cuisine, à mes légumes à moitié coupés, à ma tentative de normalité. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis que j'avais ouvert la porte du placard et vu Ricardo, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Mon téléphone vibra. Un message de Fernando. Patricia a confirmé. Elle vient demain avec toute la documentation. Nous avons aussi une autre femme, Carmen, qui nous a contactés cet après-midi. Ricardo lui doit 45 000 €. Thomas, cette affaire est bien plus grande que nous le pensions. Je répondis. Parfait. Plus il y a de voix, mieux c'est. Assurons-nous que Ricardo Méné ne puisse plus jamais faire ça à qui que ce soit. En terminant de cuisiner, je pensais à Laura, à Ricardo, à tous les mensonges et toutes les trahisons. Je pensais à la façon dont ma vie, ennuyeuse, avait été détruite en un instant. Mais je pensais aussi à autre chose, à la manière dont cette destruction m'avait libéré. Car désormais, je voyais clairement. Et ce que je voyais, c'était ceci, je n'avais pas besoin de Laura. Je n'en avais jamais eu besoin. Ce dont j'avais besoin, c'était de me respecter suffisamment pour ne plus accepter moins que ce que je mérite. Et ce que Laura et Ricardo méritaient, c'était exactement ce qu'ils étaient en train d'obtenir, la justice. Froide. Calculée. Parfaite justice. Le lendemain matin se leva gris et froid, ce genre de journée qui semble parfaitement en phase avec l'humeur du monde. Pourtant, je me sentais étrangement plein d'énergie. Pour la première fois depuis des mois, j'avais un objectif clair. J'arrivais au bureau de Fernando à 9 heures précises. Patricia était déjà là, assise dans la salle d'attente, une boîte en carton posée sur ses genoux. C'était une femme d'environ 32 ans, aux cheveux châtains attachés en queue de cheval, vêtue d'un tailleur de bureau simple mais élégant. Lorsqu'elle me vit entrer, elle se leva immédiatement. « Monsieur Diaz ?» Thomas, la corrigeai-je en lui tendant la main. « Merci d'être venu. » Elle me serra la main avec assurance. Quand j'ai vu aux informations que Ricardo avait été arrêté, je n'arrivais pas à y croire. Pendant 2 ans, j'ai pensé que j'étais folle, que j'avais peut-être été trop dur avec lui, que j'aurais dû lui donner une autre chance. Mais maintenant, vous connaissez la vérité, terminai-je pour elle. Fernando sortit de son bureau, impeccable comme toujours dans son costume 3 pièces. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Nous avons beaucoup à discuter. Nous nous installâmes dans son vaste bureau.
Patricia posa la boîte sur le bureau de Fernando et commença à en sortir des documents, contrats signés, relevés bancaires, messages imprimés, même des photos. C'est tout ce que j'ai, dit-elle. J'ai rencontré Ricardo lors d'un événement professionnel il y a 4 ans. Il était charmant. Drôle. Attentionné. Il disait être un importateur à succès, venait soi-disant de conclure un accord de plusieurs millions avec une entreprise chinoise. Tout était faux, murmura Fernando en examinant les documents. Au début, tout était parfait, poursuivit Patricia, et je vis les larmes monter dans ses yeux. Dîners élégants, escapades de week-end, cadeaux coûteux. Puis, environ 6 mois après le début de notre relation, les problèmes temporaires ont commencé. Une cargaison bloquée à la douane. Un client qui n'avait pas payé à temps. Un associé qui l'avait trahi. Il y avait toujours une urgence, toujours besoin d'un prêt qu'il promettait de rembourser en quelques semaines. Et vous lui prêtiez de l'argent ? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. À chaque fois. Parce que je lui faisais confiance. Parce qu'il m'aimait. Enfin, c'est ce qu'il disait. Elle essuya ses larmes avec colère. Au total, 80 000 € en 1 an et demi. L'héritage de mon père, les économies de toute une vie de travail. Je lui ai tout donné. Fernando prenait des notes avec une minutie extrême. Et quand la relation s'est-elle terminée? Il y a 2 ans. Un jour, il a simplement disparu. Il ne répondait plus à mes appels, ni à mes messages. Je suis allé à son appartement, et une autre femme y vivait. Elle m'a dit que Ricardo avait déménagé depuis des mois et n'avait laissé aucune adresse. J'ai essayé de le retrouver, mais c'était comme s'il s'était évaporé. Parce qu'il avait trouvé sa prochaine victime, dis-je. Il travaillait probablement déjà sur elle alors qu'il était encore avec vous. Patricia hocha la tête avec amertume. Je le vois maintenant. Toutes ces fois où il travaillait tard, tous ces voyages d'affaires improvisés. Il était avec elle. Avec celle qui est venue après moi. La porte du bureau s'ouvrit et une femme entra, que je reconnus immédiatement sur les photos, Blanca Torres. Mais elle n'était pas seule. Derrière elle se trouvait une autre femme, grande, blonde, d'environ 35 ans, le regard déterminé. Désolé pour le retard, dit Blanca. Thomas, Fernando, je vous présente Carmen Vega. C'est une autre victime de Ricardo. Carmen nous salua d'un bref signe de tête et s'assit sans perdre de temps en politesse. J'ai rencontré Ricardo Mené il y a 3 ans lors d'une conférence professionnelle à Séville. Il m'a dit qu'il cherchait des investisseurs pour une start-up technologique révolutionnaire. Les chiffres qu'il présentait étaient impressionnants. Je venais de vendre l'entreprise familiale et j'avais du capital à investir. Combien ? Demanda Fernando. 45 000 € au départ. Puis 20 000 de plus 6 mois plus tard, lorsqu'il a dit devoir étendre les opérations. Carmen sortit son propre dossier. J'ai tous les contrats, tous les accords signés. L'entreprise que nous devions soi-disant développer ensemble n'a jamais existé. Le nom était enregistré, oui, mais elle n'a jamais fonctionné, n'a jamais eu d'employé ni de produit. Ce n'était qu'une coquille vide destinée à voler mon argent. Fernando examina les documents de Carmen, puis ceux de Patricia, puis les miens. Lorsqu'il eut terminé, il se pencha en arrière sur sa chaise, affichant une expression mêlant satisfaction et dégoût. Mesdames, Monsieur Diaz, ce que nous avons ici est un cas de fraude systématique et préméditée. Ricardo Mené n'est pas un simple voleur opportuniste. C'est un escroc professionnel avec un schéma de comportement clair. Il séduit, manipule, vole, disparaît. Puis recommence. À quel point est-ce grave juridiquement ? Demanda Carmen. Très grave. Avec le seul dossier de Thomas, Ricardo risquait 5 ans de prison. Avec vos témoignages à tous les 3, plus ceux des 2 autres femmes qui nous ont contactés cette semaine, nous parlons d'au moins 15 à 20 ans. Patricia porta la main à sa bouche. 2 autres femmes ? Fernando acquiesça gravement. Une à Valence, une autre à Barcelone. Des histoires pratiquement identiques. Nous pouvons prouver que Ricardo Mené agit ainsi depuis au moins 6 ans. Probablement davantage.
Un lourd silence s'abattit sur le bureau. Chacun de nous mesurait l'ampleur de ce que cela signifiait. Ricardo n'était pas seulement un mauvais compagnon ou un associé malhonnête. C'était un prédateur méthodique qui avait systématiquement détruit la vie de plusieurs femmes. Je veux témoigner, dit finalement Patricia. Je veux que tout le monde sache exactement quel genre de monstre il est. Moi aussi, ajouta Carmen. Moi aussi, dit Blanca, la voix tremblante. Fernando sourit, et c'était le sourire d'un requin ayant senti le sang dans l'eau. Parfait. Parce que le procureur monte un dossier que Ricardo ne pourra pas esquiver, peu importe le nombre d'avocats qu'il engagera. Et à ce propos, il se tourna vers moi. Thomas, j'ai besoin de te demander quelque chose. Es-tu absolument certain de vouloir aller jusqu'au bout? Une fois les charges déposées, il n'y aura plus de retour en arrière. Ricardo ira en prison pour longtemps. J'en suis sûr, répondis-je sans hésiter. Il m'a volé, il nous a tous volés. Mais surtout, il a détruit des vies. Il a détruit la confiance. Et si nous ne l'arrêtons pas maintenant, il trouvera d'autres victimes. Et Laura, demanda Fernando. Elle subira aussi des conséquences. Sa réputation, son statut social. Laura a fait son choix, dis-je froidement. Elle a choisi Ricardo plutôt que moi. Elle a choisi de croire un criminel charmant plutôt que son mari depuis 10 ans. Qu'elle en assume les conséquences. Comme si l'univers m'avait entendu, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Je répondis. Thomas Diaz? La voix était masculine, professionnelle. Oui, qui est à l'appareil? Inspecteur Ramirez, brigade des délits économiques. J'ai besoin que vous veniez au commissariat. Nous avons quelques questions supplémentaires concernant Ricardo Mené et ses opérations financières. Bien sûr. Quand? Pouvez-vous venir tout de suite? Il y a quelque chose que vous devez voir. 1 heure plus tard, j'étais assis dans une salle d'interrogatoire grise et froide du commissariat central. L'inspecteur Ramirez était un homme d'une 50aine d'années, avec l'air fatigué de quelqu'un qui a trop vu la noirceur humaine. Monsieur Diaz, merci d'être venu si rapidement. Il posa une tablette devant moi. J'ai besoin que vous regardiez ceci et que vous me disiez si cela vous dit quelque chose. À l'écran apparaissaient des relevés bancaires. Mais ce n'étaient pas ceux de l'entreprise que je partageais avec Ricardo. C'étaient des comptes aux îles Caïmans, en Suisse, au Panama. Et les montants étaient astronomiques. C'est à Ricardo? Demandai-je, incrédule. En partie. Nous travaillons avec Interpol sur cette affaire. Ricardo Mené ne se contentait pas d'escroquer des femmes et des partenaires commerciaux. Il était aussi impliqué dans le blanchiment d'argent pour un réseau plus vaste. Ses comptes offshore contiennent plus de 3 millions d'euros. Je restais sans voix. 3 millions. Tout ce temps, j'avais cru que Ricardo n'était qu'un petit escroc. En réalité, il faisait partie de quelque chose de bien plus vaste. Et l'argent qu'il m'a volé? Celui des autres victimes? Une partie est allée sur ses comptes. Une autre a servi à payer ses dettes de jeu. Le reste a été dépensé pour maintenir son train de vie. Mais voici ce qui est intéressant. L'inspecteur fit glisser l'écran vers une autre image. Voici Laura Diaz, votre épouse. Ou ex-épouse. C'était une photo de surveillance montrant Laura entrant dans une banque au Luxembourg. Date, 3 semaines plus tôt. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma voix trembla malgré moi. Laura s'est rendue au Luxembourg le mois dernier. Officiellement, un séjour spa entre amis. En réalité, elle y a ouvert un compte bancaire. Un compte joint avec Ricardo Mené. J'eus l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Vous êtes en train de dire qu'elle savait? Qu'elle connaissait l'origine de l'argent volé? Nous ne pouvons pas encore le prouver. Mais c'est suspect, vous ne trouvez pas? 2 semaines après l'ouverture du compte, un virement de 150 000 € a été effectué depuis l'un des comptes offshore de Ricardo vers ce compte joint. Salope, murmurai-je. Tout ce temps, elle savait. Nous avons besoin de votre aide pour le prouver, dit l'inspecteur.
Nous avons besoin que Laura croie que vous êtes toujours le mari blessé et confiant. Qu'elle révèle des informations sans savoir que nous écoutons. Que voulez-vous que je fasse? Rencontrez-la. Enregistrez-la. Faites-la parler de l'argent, de Ricardo, de ses projets. Tout ce qu'elle dira pourra être déterminant. Je quittai le commissariat avec un dispositif d'enregistrement dissimulé dans ma poche et une mission claire, pousser Laura à s'incriminer elle-même. Je l'appelai le soir même. Elle répondit à la 3e sonnerie, la voix prudente. Thomas? Laura, nous devons parler. Du divorce, de tout. Peut-on se voir demain? Un silence. C'est un piège? Non. Ce n'est pas un piège. J'ai juste besoin de tourner la page. De comprendre ce qui n'a pas marché. S'il te plaît. Un silence plus long encore. Puis. D'accord. Demain à 14 h, au café commercial. J'y serai. Je raccrochai et regardai par la fenêtre de mon bureau. Dehors, la ville poursuivait son rythme habituel. Des gens allaient et venaient, vivaient leur vie, inconscients des petites et grandes tragédies qui se jouaient autour d'eux. Et moi, j'étais au cœur de l'une d'elles. Mais la différence, c'est que je n'étais plus la victime. J'étais le chasseur. Et ma proie s'apprêtait à commettre sa dernière erreur. Mon téléphone vibra. Un message de Fernando. Le procureur est prêt à ajouter des charges contre Laura si nous obtenons la preuve qu'elle connaissait le blanchiment d'argent. Toute la pression repose sur toi demain. Je répondis. Je serai prêt. Et je le serai. Car s'il y avait une chose que ces derniers mois m'avaient apprise, c'était que les gens ne sont pas ce qu'ils paraissent. Les apparences trompent. Les mots mentent. Mais les actes, eux, révèlent toujours la vérité. Et demain, Laura révélerait la sienne. Sans même s'en rendre compte. Cette nuit-là, je répétais la conversation dans ma tête, encore et encore. Chaque question, chaque réaction, chaque mot que je devais entendre. Je ne pouvais pas être trop évident. Je ne pouvais pas donner l'impression de l'interroger. Je devais être le Thomas qu'elle attendait, blessé, perdu, peut-être même prêt à pardonner. C'était la seule façon de la faire baisser sa garde. L'horloge indiquait 23h30 lorsque je me permis enfin de dormir. Et en fermant les yeux, je repensais à ce que mon père m'avait dit des années plus tôt, quand j'étais enfant. Mon fils, dans la vie, il y a 2 types de personnes, celles qui agissent et celles qui réagissent. Assure-toi toujours d'être celui qui agit. Pendant des années, j'avais été celui qui réagissait. Je réagissais aux exigences de Laura, aux décisions de Ricardo, à la vie que d'autres construisaient autour de moi. Mais plus maintenant. Désormais, j'étais celui qui agissait. Et demain, Laura allait découvrir exactement ce que cela signifiait. Le café commercial était bondé quand je suis arrivé à 14 h, Laura était déjà là, assise à la même table où nous nous étions rencontrés pour la première fois 11 ans plus tôt. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle avait l'air épuisée. Sans le maquillage impeccable, sans les bijoux coûteux, sans cette aura de supériorité qui l'avait toujours entourée. Ce n'était plus qu'une femme effrayée et désespérée. Merci d'être venu, dit-elle lorsque je m'assis. Sa voix était faible, brisée. Le dispositif d'enregistrement dans ma poche était activé. Chaque mot serait consigné. Tu as dit que nous devions parler, répondis-je en gardant un ton neutre. Laura inspira profondément. Thomas, je sais que j'ai commis des erreurs terribles. Mais tu dois savoir quelque chose à propos de Ricardo. À propos de l'argent. Mon cœur s'emballa. Quoi, à propos de l'argent? Il y a un mois, Ricardo m'a dit qu'il avait trouvé une opportunité d'investissement incroyable. Au Luxembourg. Il m'a demandé de l'accompagner pour ouvrir un compte bancaire. Il disait que c'était pour notre avenir à tous les deux. Et tu l'as fait? Je gardai une voix calme, curieuse, sans accusation. Oui. Nous avons ouvert un compte joint. Et ensuite, il a transféré 150 000 € sur ce compte. Il a dit que c'était l'argent d'un investissement qu'il venait de conclure. Laura me regarda droit dans les yeux. Mais ce n'était pas le produit d'un investissement, n'est-ce pas? C'était de l'argent volé.
Savais-tu que c'était de l'argent volé? Elle hésita. Une seconde de trop. Non, pas au début. Mais après, quand j'ai commencé à poser des questions, Ricardo est devenu nerveux. Il m'a dit de ne pas demander, de lui faire confiance. Et moi, je lui ai fait confiance. Même après qu'il t'a demandé de ne pas poser de questions, insistai-je. Laura, ça ne ressemble pas à de l'innocence. Ça ressemble à de la complicité. Je n'ai pas été complice. Sa voix s'éleva, attirant des regards. Elle baissa le ton. Je voulais juste une vie meilleure. Est-ce si mal? Vouloir plus que ce que nous avions? Tout dépend de la manière dont on l'obtient, dis-je froidement. Et combien de cet argent as-tu dépensé? Environ 30 000 euros. En vêtements, en bijoux, en choses. Elle se couvrit le visage de ses mains. Mon Dieu, je suis une criminelle. Je vais aller en prison, n'est-ce pas? Une partie de moi voulait dire oui, qu'elle méritait d'aller en prison avec Ricardo. Mais une autre partie, celle qui se souvenait encore de 10 ans de mariage, ressentit quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Je ne sais pas, Laura. Mais ce que je sais, c'est que tu dois te rendre aux autorités. Dire tout ce que tu sais. C'est ta seule chance. Elle releva la tête, les yeux pleins de larmes. Tu viendrais avec moi? Au commissariat? Je ne peux pas faire ça seule. Et à cet instant, je compris. Laura n'avait pas changé. Elle cherchait toujours quelqu'un pour la sauver, pour régler ses problèmes, pour la protéger des conséquences de ses propres actes. D'abord, c'était moi. Ensuite, Ricardo. Et maintenant, elle essayait de faire en sorte que ce soit encore moi. Non, dis-je en me levant. C'est quelque chose que tu dois faire seul. Pour la première fois de ta vie, tu dois affronter les conséquences de tes décisions sans que quelqu'un d'autre ne te sauve. Thomas, s'il te plaît. Adieu, Laura. Je sortis du café sans me retourner. Dehors, le détective Ramirez attendait dans une voiture banalisée. Je lui remis le dispositif d'enregistrement. J'ai tout, dit-il après avoir écouté quelques secondes. Aveu de la connaissance de l'origine illicite des fonds, reconnaissance de l'utilisation de l'argent volé. C'est suffisant. Que va-t-il se passer maintenant? Laura sera arrêtée cet après-midi. Avec Ricardo, ils feront face à des accusations de fraude, de blanchiment d'argent et de détournement de fonds. Lui écopera probablement de 20 ans. Elle, avec un bon avocat et si elle coopère, peut-être 5. 5 ans. Laura passerait les 5 prochaines années en prison. Et, étrangement, je ne ressentis aucune satisfaction. Aucun triomphe. Seulement, du vide. Monsieur Diaz. Le détective me regardait avec curiosité. Ça va? Oui, mentis-je. Ça va. 3 mois plus tard, j'étais assis dans la salle d'audience, observant le juge lire la sentence. Ricardo Méné, 23 ans de prison. Laura Diaz, 7 ans, réduit à 5 pour bonne conduite. Les femmes que Ricardo avait escroquées étaient là, Patricia, Blanca, Carmen, et 2 autres apparues au cours de l'enquête. Toutes pleurèrent lorsque la sentence fut prononcée. Pas de tristesse, mais de soulagement. Après le procès, Patricia s'approcha de moi. Merci, Thomas. Sans toi, Ricardo serait encore dehors, à détruire des vies. Je n'ai fait que ce qui était juste, répondis-je. Non, dit-elle doucement. Tu as fait ce que peu de gens ont le courage de faire. Tu as affronté la vérité et tu t'es battu pour la justice. C'est plus que ce que la plupart feraient. Ce soir-là, seul dans ma maison, notre maison, désormais entièrement mienne, je repensais à tout ce qui s'était passé. À la façon dont ma vie, ennuyeuse, avait explosé, aux forces que j'avais découvertes sans savoir qu'elles existaient, à la manière dont j'étais passé de victime à chasseur. Mon téléphone sonna. C'était un message de Fernando, tout est finalisé. La maison, les comptes, l'entreprise. Tout est à toi. Officiellement, tu es un homme libre. Libre. Après des mois de batailles juridiques, de témoignages, de nuits sans sommeil, j'étais enfin libre.
Je sortis sur le balcon et contemplai la ville. Madrid brillait sous les lumières nocturnes, pleine d'histoire, de tragédie, de triomphe. Et j'étais désormais une part de cette grande narration. Regrettais-je ce qui s'était passé? Oui. Est-ce que Laura me manquait? Parfois, la Laura que je croyais connaître me manquait, pas la véritable. Regrettais-je d'avoir détruit Ricardo? Pas une seule seconde. Car au final, il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de justice. De m'assurer que ceux qui détruisent des vies en subissent les conséquences. De trouver ma propre force dans l'instant le plus sombre. Et tandis que je regardais les étoiles cette nuit-là, je souris. Parce que le comptable, ennuyeux, avait gagné. Et l'avenir, cet avenir incertain et plein de possibilités, m'appartenait enfin. One or two. Hello? That ballistic is fucking one, whatever it is. Alright. I'm peeking them. Or not? They pull back? They're behind this rock. Beneath it. Right here, it's a 2v2. They're raising at the back. Low ground. Fucking what? Oh my god. What am I playing? I don't know. Y'all welcome for the carry. Carry. Alright. I get that bitch back in the kitchen. Then you belong there too, bro. You are the Apex champions. Welcome to the fucking carry, he says. Let me see those stats. Let me see those stats. Bro, carry? Oh my god. Retirement, Oh, buddy. looks like you stole kills to me. That's the way it looks. For an sure, bro. assist. For sure. For sure. This guy just drops fucking 1,000 damage, 3 kills, and talks about getting carried. Hello? Yeah, the only person in this team that belongs in the kitchen is him for sure. I'm backing up, babe. I need to go piss. Fucking shitter. He's so bad. It's terrible. He's not even talking in my chat right now because he's just like gonna get roasted by everybody. He's just fucking terrible. This game is so much freaking fun. Oh my god. You here, baby? Huh? You here? I mean, I guess you are since you said hello.
he has an ego all of a sudden. I mean, bruh, the guy is literally talking shit about my girl while he has 100 more damage, and I've seen him thirst people that game, so I genuinely don't want to hear it. Also, we rest him more than he rests us, so yeah, there's that. And yeah, I'm not gonna talk about the fact that I dropped 18 kills and 5k damage, and he's talking about getting carried. I mean, That guy was not very nice. nope. It's okay though. I low-key wonder what who he is. You think I'm ugly? Huh? What? Was he right? No, he was not right. The fuck? Am I chopped? No, you're not chopped. You're very freaking pretty. Prettiest girl in this freaking world. We should have been low-key stalking the viewer list to see who he was. Lord have mercy, I'm about to bust. You're nowhere close to being chopped. You're freaking beautiful and you're good at Apex, considering you haven't fucking played in like fucking months. Him getting fucking out damaged by you and like getting literally carried and res by you, like, and he's talking shit about you, like, what, for sure. Also, saying I have no hairline is wild. Like, what? How the fuck do I have no hairline? Like, if you like want to insult me, just like at least fucking have like 1% of truth in it. Like, Gold goes so well with a diamond like got a whole ass fucking hair of, got a whole ass head of fucking hair. I don't know how to fucking arrange it anymore. Like, what? this is your champion. He's using a wig, chat. He's lying. Yeah, you're right. That guy just like he knows what my real hair is. Like, get the fuck out of here, bro. Got a Hearthstone plat player trying to tell me that me and my girl are dog shit and he's carrying us when he drops 1,000 damage. Yeah, bro. All right, for sure. I really want to know which part of the Apex, like, you know, history made plat players have an ego. All right. Real Devo. Now that's cool. I mean, that's cool. There's a lady. I'm gonna go get a devotion. Yeah, I'm gonna get devotion anyway. Yeah, I don't mind people talking shit unless they can back it up. Because, okay, Nero, I don't know if you were there the game before that, but basically we played 2 games back to back with this guy. Play one game and then the other game. The first game, I think you dropped like 90 damage rate, but he dropped 130. So like, right? And I dropped like 2k. Okay? And he was talking shit about my girl doing 80 damage. Like, bro, what do you expect? 2 fucking professional players to carry you or something? Bro is getting boosted and he's complaining. Right? And then we play the other game. Apex, that's hot. And then immediately bipolar disorder kicks in. He just starts sucking my dick. He's like, yo, you're low-key. You're low-key him, though. You're like low-key tough and shit. And then we die. He turns into fucking I wonder what we'll find over there. whatever the fuck that was. Some delusional fucking Call with me tonight. stoner. I don't know. And he just goes, oh, your girlfriend's ugly. She likes BBC. Your hairline's chopped. What? We should attack Bro, there. with that kind of damage, you go in the fucking kitchen, bro. You gotta be making fucking sandwiches for your fucking girl. You're with 130 damage. Let's see what we have over here. Why? What the fuck? They're shooting at me. What is our teammate doing? Don't drive in position. I'm not into that though. So like free shots, unironically, and I res him
already too. So like he was alive twice that game. Look out, enemy here. Like no fucking wonder people wanna fucking Attention. solo queue only, so they can talk shit like that to everybody or what? Here. Come on, attack here. I mean, I'm sure you're gonna have so much fun when you get that guy as a random teammate in the new season when they fucking make it solo queue only. I spy an enemy. Quick, here. Distracted enemy. I'm sure that shit's gonna be crazy fun. You just get a fucking, yeah, Extended light mic here. just get a fucking Doors here. retard like this in your team. Oh my god.